Bienvenue dans le podcast Banton Loré, le partenaire des vignerons. Parce que l'humain est au cœur de nos valeurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette édition spéciale Octobre Rose. Je suis Chiara et je reçois aujourd'hui Amélie, touchée il y a 3 ans par un cancer du sein génétique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Bonjour Amélie, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce podcast. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien. Là, je suis à la maison, tranquillement dans mon petit cocon. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Alors, donc, je m'appelle Amélie Léonard. Je suis originaire de Charente-Maritime, mais depuis plusieurs années, je vis dans le sud, près de Narbonne. Je construis ma vie là-bas. Aujourd'hui, j'ai 35 ans et je travaille à la faculté de droit de Narbonne au service administratif. Niveau personnel, je suis en couple depuis plus de 7 ans maintenant avec mon conjoint Nicolas. Avec qui, du coup, je vais me marier l'été prochain. Et actuellement, on est super heureux parce que nous attendons une petite fille qui est prévue pour le mois de mars 2024. Super nouvelle, félicitations en tout cas. Merci. Et on est aussi les parents d'un petit chien qui est notre bébé, mais qui m'a beaucoup accompagnée dans ce parcours. Donc, elle compte beaucoup aussi pour nous deux. On échange aujourd'hui, c'est pour une raison bien particulière. Ce mois-ci, nous sommes en octobre. C'est le mois donc d'Octobre Rose. Tu as traversé une épreuve qui est le cancer du sein. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as été diagnostiquée ou si tu as éventuellement eu des symptômes qui t'ont mis un peu la puce à l'oreille sur cette éventuelle pathologie? Oui, alors, déjà, comme je te l'ai dit, j'ai 35 ans, donc et mon cancer, je l'ai déclaré en 2020, donc ce qui est très, très jeune. Et en fait, tout ça s'explique du fait que dans ma famille, on nous a détecté un gène délétère qui est responsable de nombreux cas de cancer du sein et des ovaires du côté maternel. Donc, moi, ça faisait plusieurs années maintenant que j'étais suivie déjà au niveau des seins depuis à peu près l'âge de 25 ans. Et en fait, quand j'ai entamé mes démarches pour faire le test génétique, donc j'avais à peu près 27 ans, à peu près, je me suis orientée vers le CHU Arnaud de Villeneuve qui est à Montpellier, qui propose, qui est un service dédié à l'oncogénétique. Donc, onco, c'est tout ce qui touche le domaine du cancer et la génétique. Et en fait, j'ai tout simplement eu un entretien avec un conseiller génétique pour faire le point sur toute mon histoire, le nombre de cancers détectés, les âges, tout ça, les organes. Donc, comme ma mère avait fait le test et était elle-même porteuse de ce gène, il y avait un risque sur 2 de le transmettre donc à moi et à ma sœur. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce test-là quand on se sentait surtout prête psychologiquement à assumer ce parcours-là. Donc, je fais le test qui est tout simple, hein, c'est 2 prises de sang. Et en fait, 1 mois plus tard, j'ai reçu les résultats, donc j'ai été convoquée à l'hôpital. Et les médecins m'ont annoncé que ce test était positif. Donc, à la suite de ça, on m'a proposé 2 solutions. Soit je rentre dans un protocole de soins, donc c'est-à-dire IRM, échographie, de manière très rapprochée, pour dépister à temps toute éventuelle apparition de cancer. Ou bien je pouvais aussi opter pour une chirurgie préventive. Donc, à mon âge, c'était l'ablation préventive des seins. À savoir qu'en faisant ce geste chirurgical, en fait, en gros, en fait, avec mon gène, j'avais à peu près 80% de risque de tomber malade d'un cancer du sein. En faisant ce geste chirurgical, je retombais à 1, voire 2%, ce qui est encore plus faible qu'une femme lambda qui n'a pas de prédisposition. Voilà, donc moi, j'ai fait ce choix-là. Je me suis fait opérer à l'âge de 29 ans. Donc, c'était une évidence pour moi. J'ai pas tellement réfléchi. Ça a quand même mis 1 an entre l'annonce et l'opération, le temps de tout assimiler et de bien se faire suivre aussi psychologiquement. Donc, j'ai fait l'opération qui s'est très, très, très bien passée. Et en parallèle de ça,
Je maintenais quand même une surveillance, une fois par an. Donc ça, je l'avais convenu avec mes médecins parce que, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en faisant ce geste-là, donc je réduis, considérablement le risque de cancer. Mais mon gène n'a pas disparu avec, mes glandes mammaires. Donc il fallait que je garde toujours une petite surveillance. Donc je faisais tous les ans écho IRM et donc j'ai fait cet examen, c'était en hiver, 2019, donc les résultats étaient nickel. Mais voilà, j'avais gardé en parallèle de ça un petit geste quotidien, je vois pas quotidien, mais plutôt mensuel, on va dire, celui de l'autopalpation. Parce que je sais qu'il y a différentes manières de détecter un cancer et il peut ne pas être visible un jour à l'image et se déclarer juste après. Donc, je me suis dit, ça me coûte rien, je connais les gestes, donc je faisais ça de temps en temps. Et en fait, c'était fin janvier, hein, si je me trompe pas, fin janvier 2020, un soir, sous la douche. Je le faisais sous la douche, c'est tout bête, mais avec le savon, le toucher est beaucoup plus, facile sur la poitrine. Voilà, c'est un petit conseil que je peux donner. Et je fais ce petit geste, simple et en fait, je découvre une toute petite, boule, sous mon sein droit. Et en fait, cette petite boule ne me disait rien du tout. Pour moi, je ne l'avais jamais sentie. Et du coup, en sortant de la douche, je la fais palper à mon conjoint pour lui dire, tiens, c'est bizarre. Et c'était vraiment une boule très circulaire qui ne bougeait pas et qui était, dans mes souvenirs, très dure, pas du tout molle, mais pas du tout douloureuse non plus. Et en fait, vu que j'étais déjà très imprégnée par tout ce qui était prévention du cancer du sein depuis quelques années, j'ai pas cherché à comprendre. Et le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin généraliste qui m'a pris en urgence. Et lui aussi, trouvant ça suspect, en fait, il m'a dit de prendre un rendez-vous d'urgence en fait avec un centre en fait qui fait les échographies, donc pas loin de chez moi, à Béziers. Donc tout ça s'est fait, c'est vraiment question de 2-3 jours, tout s'est fait très rapidement parce que je suis du genre tenace, donc j'ai insisté pour ne pas avoir un rendez-vous dans une semaine, mais dans les jours qui suivaient. Et voilà, donc après j'ai fait les fameuses échos. Une biopsie a été faite dans la foulée parce que connaissant mon parcours et ce qui était visible à l'image, c'était douteux. Et une semaine plus tard, parce que je devais attendre 15 jours, mais en parallèle de ça, il faut savoir que cette boule a grossi considérablement, donc ce qui m'a beaucoup inquiétée. Donc En j'ai si peu de rappelé, temps, d'accord. ouais, donc la semaine qui a suivi mon échographie, j'ai rappelé le labo pour leur dire bon, je suis censée attendre encore une semaine, mais là, c'est pas du tout joli ce que je vois. C'est une boule qui grossit très vite, qui rougit, qui commence à me lancer. Et du coup, ils ont insisté auprès des laboratoires qui traitent ce genre de biopsie pour savoir s'ils pouvaient avoir les résultats. Et en fait, le jour même, le résultat est tombé, celui d'un cancer triple négatif qui était apparu. Donc, quand je dis cancer triple négatif, c'est une sorte de cancer du sein, parce qu'il y a plusieurs types de cancer du sein, il n'y en a pas qu'un seul, et qui est apparu malgré cette chirurgie prophylactique. Tout ça, je l'ai découvert grâce à l'autopalpation. Voilà. J'ai beau faire IRM, écho, opération, je l'ai découvert toute seule. Triple négatif aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie réellement? Alors en fait, pour connaître le type de cancer qu'on a et sa gravité, tout plein de facteurs comme ça, il le confronte à des récepteurs hormonaux. Donc il y a des cancers qui sont hormonodépendants. Donc en fait, en fonction du cancer que tu as, le traitement ne sera pas forcément le même. Moi, le mien, il est confronte à 3 récepteurs hormonaux qui étaient négatifs. Donc, je ne saurais pas comment l'expliquer. La seule chose que j'ai compris, c'est qu'il fait partie des cancers du sein les plus agressifs, en fait. Donc, c'est le genre de cancer qui grandit, qui prolifère très rapidement. Donc, en fait, il ne faut pas du tout tarder dans tout ce qui est prise en charge, du moins sur ce type de cancer. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai compris longtemps après, c'est que c'est un cancer qui a un taux de récidive très important et qui est souvent la cause de cancer du sein métastatique, donc qui prolifère sur nos organes et nos os.
D'accord. Et au moment où Voilà. tu as été diagnostiquée, du coup, est-ce qu'ils t'ont donné un stade cancéreux? Ouais, j'étais stade 3, donc ce qui veut dire que je suis sur un cancer agressif, mais qui n'est pas généralisé. Donc, c'est un stade qui est élevé, mais à l'issue de la découverte de ce cancer, j'ai subi plusieurs tests d'imagerie. Donc, en l'occurrence, un TEP scan qui permet de passer tout le corps dans un scanner et voir s'il n'y a pas des métastases ailleurs, voir s'il est vraiment localisé. Donc, à la suite de ce TEP scan, on a bien vu que le cancer était sous le sein, qui n'avait pas gratté du terrain. Donc voilà, j'étais stade 3, ce qui était déjà très bien. Et comment as-tu vécu cette annonce? Est-ce que tu réalisais les étapes que tu allais traverser, puisque ta maman finalement avait traversé aussi cette maladie? Comment tu l'as vécu? Au moment de l'annonce, bon déjà j'étais accompagnée. J'y suis allée du coup un jour entre midi et 2 et c'est une collègue de travail qui a insisté pour m'accompagner. Parce qu'au fond de moi, je me disais, ok, je fais tout ce qu'il faut, ça a l'air pas top ce que je vois, mais j'étais tellement persuadée que ça ne pouvait pas m'arriver, sachant que je m'étais fait enlever les seins. Donc j'y allais sereinement en me disant juste je fais ce qu'il faut, mais je vais rentrer tranquillement. Et en fait, cette collègue a insisté pour m'accompagner et elle a bien fait parce que à l'annonce des résultats, j'ai eu la sensation de me prendre un gros coup de massue. En fait, à ce moment-là, le cerveau ne comprend pas ce qui se passe. D'un côté, on vous dit vous avez un cancer, et puis l'annonce a été très très froide en fait, très très directe. Euh, et à côté de ça, on se dit, mais non, c'est la seule chose que j'ai réussi à lui dire, c'est pas possible en fait. C'est pas cohérent. Sachant que le jour où on me l'a annoncé, j'y ai réalisé plus tard, ça faisait 2 ans jour pour jour que j'avais fait enlever mes seins. C'était un 7 février 2020 qu'on me l'a annoncé et j'avais enlevé ma poitrine un 7 février 2018. Donc je me suis dit, c'est pas possible. C'était un Et, sentiment d'injustice. Est-ce que tu avais, comment dire, entre guillemets, anticipé oui. cet éventuel diagnostic finalement? Oui, ça a été, oui, je suis passée un peu par tous les stades, par toutes les émotions et heu et en fait, quand elle a continué, à m'expliquer en quoi consistait mon cancer, et ce qui allait suivre, là, j'entendais plus rien, en fait. J'ai vraiment fait un blackout et heureusement que ma collègue était là pour, écouter le minimum, d'informations. Heu, donc voilà, mais en fait, ce sentiment d'injustice, je l'ai pas tellement ressenti. J'étais juste perdue, mais en fait, très vite, je me suis, comment dire, mise dans la peau, d'une femme qui est malade et qui va faire ce qu'on lui dit de faire, tout simplement. J'ai pas cherché à trop j'ai mis longtemps, hein, à questionner mon cancer. Je savais juste que c'était triple négatif, mais je me suis dit: «C'est suffisant. Moins on en sait, mieux on se porte». Parce que si j'avais su la dangerosité de ce cancer, je suis pas sûre que j'aurais eu autant les épaules pour affronter tout ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats ont été transmis le jour même au chirurgien qui m'avait pris en charge pour cette opération. Et en fait, il m'a appelé le soir même. Il était très très mal parce que je pense que c'est plutôt lui qui a eu ce sentiment d'échec en fait. Derrière, ils ont une mission et quand on vous dit que le risque est de 1 ou 2 pour retomber malade, c'est du quasiment nul. Donc c'est vrai qu'en tant que chirurgien, de vivre ça dans sa carrière, je suis la seule patiente à Montpellier à avoir rencontré ce cas de figure. C'était plutôt moi qui l'ai rassuré parce qu'en fait, depuis toujours et encore aujourd'hui, j'ai une confiance aveugle en lui. Je sais qu'il a fait ce qu'il fallait. Et j'ai de suite compris que c'est qu'une question de probabilité et malheureusement, je suis rentrée dans ce petit pourcentage. Et si c'était pas moi, c'était une autre. Donc en fait, ça servait à rien d'aller gratter quelque chose, de chercher à comprendre quelque chose. J'avais fait ce qu'il fallait, la fatalité m'a rattrapée, mais j'ai pris le dessus sur ça et j'ai foncé, tout simplement. Et concernant ton cercle proche, familial, comment est-ce que tu l'as annoncé? Comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Est-ce que finalement tu avais de la peine forcément pour la nouvelle que tu venais d'annoncer, qui était très personnelle, mais aussi de la peine pour eux, sachant que effectivement c'est pas facile
d'accompagner quelqu'un dans ce combat-là? Oui, bah, c'est vrai qu'on pense à nos proches. Avant d'être malade, j'ai été aidante aussi avec, ma mère, hein, qui a eu un cancer des ovaires et qui en est décédée, et quelques années plus tard, c'était mon père qui était malade aussi. Genre, c'est vraiment, je sais ce que c'est d'accompagner une personne malade et de se sentir, impuissant dedans, dans ce type d'accompagnement, même si on fait toujours du mieux qu'on peut. Et c'est vrai que, bon, l'annonce, elle a été très brutale parce que voilà, il fallait que ça sorte. Donc, je me souviens très bien sortir de ce centre d'échographie, et j'ai harcelé ma sœur, en fait, mais il fallait que je le sorte, et je ne l'ai pas dit calmement. Je pense que je pleurais, j'étais en sanglots. Elle sortait juste de cours. Je veux dire, ça s'est fait, mais voilà, il n'y avait pas à ce moment-là, on réfléchit même pas à la manière dont on le dit, si c'est le bon moment ou quoi. Et à ce moment-là, j'ai eu la première personne que j'ai eue, parce que ma soeur ne décrochait pas. La première personne que j'ai eue, c'était, bon, on en parlera peut-être après, mais c'est Laetitia Mendes. En fait, c'est la présidente de l'association Génétique Cancer. Et c'est une asso dans laquelle j'étais déjà dedans. Et en fait, donc j'ai appelé ma soeur qui ne décrochait pas, j'ai appelé mon beau-père qui ne décrochait pas. Il fallait que je le dise à quelqu'un. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais appeler Laetitia parce qu'on se connaît très bien. Et je sais que c'est, voilà, c'est la personne en fait qu'il fallait que j'ai au final au téléphone, parce qu'elle m'a dit les mots exacts qu'il fallait que j'entende à ce moment-là, et des mots qui m'ont rassurée et apaisée. Et c'est après que j'ai eu ma sœur, bon voilà, mais ça s'est passé un peu comme ça, un peu dans une certaine euphorie, mais c'était très brouillon. Puis bah, après, il y a eu mon conjoint, je lui ai dit en face, et voilà, on a pleuré très très fort. Et puis après, on s'est dit, bon, on va faire ce qu'il faut, quoi. Très, très vite, mais le lendemain, on était d'attaque, comme des guerriers, quoi. Et c'est quoi finalement le après-diagnostic pour toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu as été prise en charge? Alors, bah, en fait, la prise en charge a été très vite parce que j'étais déjà suivie à Montpellier, on me connaissait. Donc là, c'est le chirurgien qui me suivait qui a repris mon dossier et qui m'a directement, en gros, rédigé tout mon protocole de soins. Donc, il m'a dit, pour la chimio, tu vas aller là avec tel médecin. Pour les rayons, tu vas aller là avec tel médecin. Je pense que, voilà, il m'a pas mis avec n'importe qui par hasard, parce que j'ai eu la chance de tomber que sur des médecins en or, que ce soit au niveau professionnel et humain. Donc voilà, il m'a tout expliqué. En fait, il y avait une question qui se posait au début, c'était est-ce qu'on m'opère pour m'enlever cette boule et ensuite je fais la chimio, ou est-ce que je fais la chimio et après on m'opère? Et en fait, vu que le cancer est extrêmement agressif, ils ont très très vite statué en faveur d'une chimio néoadjuvante, donc ça veut dire euh, une chimio d'entrée, voilà, pour réduire et faire disparaître cette tumeur en fait. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 5 mois à peu près, tout mon protocole de chimio. Et ensuite, je me suis fait opérer, donc déjà pour changer mes prothèses, parce que j'avais des prothèses qui étaient plus tellement aux normes et pas dangereuses, mais voilà, c'était l'occasion de les changer, et aussi nettoyer l'endroit où il y avait eu ma boule. Heureusement, la chimio a extrêmement bien marché, il n'y avait plus de traces cancéreuses, mais il fallait nettoyer cet endroit quand même. Et j'ai fini par des rayons. Donc ça a duré en gros de février jusqu'à octobre 2020, tout ce parcours de soins. Et justement, est-ce qu'il y a des ressources, des échanges avec le corps médical ou des rendez-vous avec des professionnels en particulier qui t'ont marqué dans ton expérience? Oui, bah, en fait, Tous marqués. ils m'ont tous marqué, comme je le disais. En fait, j'ai été surprise, mais à la fois, je me dis: «On ne doit pas être surpris, en fait». Je veux dire, dans ce parcours de soins, on a juste envie d'être chouchouté. Mais ben, en échangeant avec des femmes qui ont eu le même parcours de moi, ben, ce n'est pas le cas partout. C'est pour ça que j'encourage toutes les personnes qui traversent ça, ou du moins celles qui sont de mon secteur, à se faire suivre au CHU de Montpellier, parce que vraiment, l'équipe médicale a été extrêmement à l'écoute. Il n'y a jamais eu
trop de questions de ma part, trop de demandes de rendez-vous. Je veux dire, c'était, voilà, vous avez un doute, à partir du moment où ce n'est pas éclairci, on continue l'échange, en fait. Et c'est pour ça que je me suis sentie, en fait, extrêmement épaulée et écoutée. Donc voilà, je suis vraiment reconnaissante de leur professionnalisme et de leur humanité aussi, parce que pour moi, ça a contribué grandement à ma guérison. Les traitements, c'est une chose, mais l'humain, c'en est une autre. Et en fait, vraiment, ça m'a, leur empathie, leur gentillesse m'a nourri d'une force, en fait, dont j'avais besoin et qui m'a emmenée jusqu'au bout, quoi. Et est-ce que du coup, grâce à ça, est-ce que tu penses que tu as eu des moments de faiblesse psychologiquement dans ton parcours, ou si grâce à eux, justement, tu n'as pas été confrontée à ça? Alors oui, j'ai eu des moments de faiblesse parce que forcément, quand tu tombes malade, tu te projettes. Je me suis reprojetée quelques années en arrière. Voilà, moi, je vois ma mère qui meurt d'un cancer. Je me suis vue aussi mourir à un moment donné. Euh, les peurs qui m'ont traversée, bah oui, c'est la peur de la mort. Et c'est des sujets très, très compliqués à aborder. C'est un sujet que j'ai réussi à aborder qu'avec une copine. On aborde voilà, il fallait absolument que je pose quelques mots dessus parce que je me dis, là aujourd'hui, à ce moment-là où j'en ai parlé avec mon ami, j'étais suffisamment stable pour aborder ces points-là. Et je m'en souviens que je lui ai juste dit, c'est horrible de ce qu'on va parler, ça va être rapide, mais si mon état se dégrade et qu'il n'y a plus de réponse thérapeutique pour moi, je lui ai dit, je ne veux pas le savoir parce que je suis forte, mais j'ai mes limites aussi. Et je ne veux pas le savoir. Donc, je veux qu'on me sédate. Et ensuite, je lui ai expliqué, ça peut paraître glauque, hein, si je viens à décéder, dans quelles conditions je voudrais qu'on s'occupe de moi, en fait. Donc, ça a duré 10 minutes. J'ai bien pleuré. C'était très perturbant. Et voilà, ça a été classé. Et après, bon, bah oui, je pensais beaucoup à ma mère, ça m'a beaucoup perturbée. Et pour la première fois, en fait, j'ai fait le choix de me faire suivre psychologiquement. Donc, ça a commencé par une psy du CHU, une psy qui me connaissait depuis tout le début quand j'avais fait mes premiers rendez-vous en oncogénétique. Et une psy que j'avais que j'avais perdu de vue d'une certaine manière parce que j'en avais pas forcément besoin. Et c'est elle qui est revenue vers moi spontanément en me disant j'ai appris ce qui s'était passé, tout ça, donc je suis là. Et effectivement, ça m'a fait du bien parce qu'on a pu, c'était pendant le Covid aussi, c'était très particulier. On a pu échanger un petit peu par téléphone. Et ensuite, j'ai une psychologue à Narbonne qui a pris le relais parce que j'avais besoin d'un suivi un petit peu plus long. Sinon, après, j'ai réussi à réparer ces petits troubles grâce à ces médecins. Et après, j'ai réussi à aller beaucoup mieux, à faire face à tout ça. Et oui, c'est vrai que tu as traversé ça en plein Covid. C'est vrai que j'avais pas relevé forcément par rapport aux dates, mais ça devait pas être évident non plus, ce contexte sanitaire qui a eu lieu à cette période, parce que ça devait mettre des contraintes finalement et des barrières, on va dire, humaines d'échange. Ah ouais. En fait, je suis tombée malade, je sais plus, ouais, ça peut-être un tout petit mois avant le Covid. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, ok, je savais que j'allais être en arrêt longue maladie. Et je m'étais dit, quand je serai en forme, je vais faire en sorte d'optimiser mon temps. Donc, je m'étais fait un petit planning, voilà. Et puis, le Covid est arrivé, confinement est terminé. Et en fait, en plus, à ce moment-là, mon conjoint et moi, nous vivions dans un petit appartement. Donc c'était une période horrible, en fait, pour moi. Je me sentais à la fois enfermée dans mon logement et dans mon corps avec ce cancer, quoi. Donc, ça a été très, 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 très dur de vivre ça pendant le confinement, d'autant plus que pendant mes chimios, en fait, mes chimios duraient en moyenne 3 heures. Du coup, c'était mon conjoint qui m'emmenait, mais vu que les visiteurs étaient interdits dans le bâtiment, je le voyais, le pauvre, il était dehors à m'attendre. Et moi, j'étais toute seule dans ma chambre. Et donc, c'était assez compliqué. Puis oui, cette peur de tomber malade aussi, de se dire, voilà, moi, mes défenses immunitaires étaient au plus bas à ce moment-là. Il y a le Covid qui est là, on ne savait pas encore à quoi on avait affaire.
Ouais, on était tombés dans une psychose à tout désinfecter, hein, je sais. C'était très, très dur à gérer cette période-là. C'est vrai que ça m'a pas aidée. Est-ce que ton rapport au corps a changé et comment tu as géré cette transformation physique que tu as dû aussi subir? Mmh. Bah, ça a commencé avec ma poitrine, mais ça, je l'ai vécu avant d'être malade. Donc je me dis: «J'ai eu cette chance de pouvoir, l'appréhender en étant bien dans ma vie». Heu, Parce que c'est vrai que je me dis j'ai quand même mis 1 an, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir, faire cet acte chirurgical. Donc durant cette année, j'ai eu le temps de réfléchir à mon rapport à ma poitrine, la place qu'elle a dans ma vie de femme, dans mon intimité. Tout ça. J'ai même fait des shootings photos pour l'immortaliser avant de la faire enlever. Je me dis: «Une femme qui tombe malade comme moi mais qui a ses seins naturels et qui doit, se projeter sur une chirurgie, mais en 1 mois», parce que souvent ça peut être très rapide. C'est très, très compliqué, je pense, là, pour le coup, à gérer, cette image qu'on a de notre image, en fait. Donc moi, pour le coup, j'ai été aidée grâce à la chirurgie prophylactique parce que, ce ce rapport à ma poitrine était déjà réglé et en plus de ça, j'avais eu la chance d'avoir affaire à un chirurgien, extrêmement doué, donc le résultat est vraiment très beau, très naturel. Donc voilà. Après, disons que je me sens toujours aussi femme, je me sens pas moins belle ou pas moins sexy, on va dire. La seule chose qui peut me manquer aujourd'hui, c'est les sensations. Vu que la glande mammaire a été enlevée et que les nerfs ont été touchés, j'ai quasiment plus de sensations sur ma peau. Donc que ce soit moi ou mon conjoint qui me touche, c'est quasiment le néant et c'est vrai qu'on se fait une idée, mais ça manque quand même. Surtout, ben, dans les rapports intimes, c'est vrai que ça peut mettre un frein parfois, mais on apprend à vivre avec. On n'a pas forcément parlé aussi de ton rapport avec ta vie professionnelle aussi, que tu devais mener à côté. Comment finalement la maladie a affecté ta vie professionnelle? Est-ce que ça a été bloquant dans tes projets de carrière? Alors ça n'a pas été bloquant, mais j'ai eu beaucoup de chance en fait parce que donc je travaille à la fac à Narbonne. Donc avant d'avoir ce poste, en tant que gestionnaire administrative, moi j'étais chargée de communication. C'est mon métier en fait à la base. Et en fait, je suis dans un secteur, en tout cas à Narbonne, qui, voilà, où il y a des gros problèmes de débouchés sur ce secteur. Et je savais que mon poste allait disparaître pour des raisons budgétaires. Et un autre poste dans le même bâtiment, dans la même structure, allait s'ouvrir, mais sur la partie administrative. Donc, quelque chose qui ne me correspondait pas du tout. Mais en fait, à ce moment-là, j'en avais marre d'essuyer les CDD et j'avais juste envie, c'était de me poser et enfin d'avancer personnellement. Donc, je me suis dit, bah, je vais prendre ce poste de gestionnaire et puis on verra ce que ça va donner, quoi. Et c'était un poste qui était sous contrat, bah, sous CDD. En fait, là-bas, on est des contractuels et tous les ans, on re-signe un CDD. Donc, je fais la prise de poste en janvier 2020 et je tombe malade, genre, je sais même plus, ouais, même pas 1 mois après ma prise de poste. Donc là, j'aurais pu perdre mon emploi parce que mon poste n'était pas assuré, en fait. Ma place n'était pas du tout assurée. Et en fait, j'ai eu la chance quand même de tomber sur des managers, sur des responsables très à l'écoute, qui m'ont promis en fait de garder ma place. Donc, je suis partie très vite et très sereinement en me disant, voilà, je savais que j'allais au minimum avoir 1 an d'arrêt maladie et je savais qu'en retournant là-bas, j'aurais ma place. Donc ça m'a vraiment, soulagée. J'ai vraiment été soutenue de leur part. C'était pas une obligation parce que légalement, ils auraient pu dire: «Ben, vous n'êtes pas apte, on prend quelqu'un d'autre», parce que c'était des contraintes aussi pour eux au niveau des RH. Mais non, ils m'ont promis ça et du coup, je sais qu'en revenant, j'avais ma place. Bon, je devais tout réapprendre, c'était compliqué parce qu'il faut savoir qu'après une chimio et des traitements, le cerveau ne tourne plus comme avant. La mémoire prend un gros coup, la rapidité de réflexion, de mémorisation, de compréhension. Mais tout le monde a été aux petits soins et tout s'est bien passé. Voilà. C'est génial, elles ont été vraiment à l'écoute et ça a pu te permettre finalement d'avoir une charge mentale en moins
Comment tu as réussi à maintenir ton équilibre familial aussi, ton couple? Ça n'a pas été évident. Je veux dire, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un conjoint qui a été très à l'écoute et beaucoup à mon service, on va dire entre guillemets, parce que durant les traitements, surtout le pire, c'était pendant la chimio, j'étais extrêmement affaiblie en fait. Donc en plus d'être affaiblie, après chaque cure de chimio, je passais au moins une semaine au lit, complètement en vrac. Donc il fallait que j'ai, quelqu'un à côté de moi, pour assurer toute l'intendance, on va dire. Puis me faire à manger, tout ça, et puis me supporter parce que je pense que, alors je m'en rendais peut-être pas compte, mais au niveau de l'humeur, j'étais peut-être pas toujours très agréable et c'est une réalité, hein. En fait, il a vraiment su faire preuve d'un sang-froid remarquable et d'un soutien comme je l'aurais jamais espéré. Et on communique énormément. Donc voilà, on en parlait souvent. J'essayais du mieux que je pouvais d'être aussi attentive à lui, ne pas l'oublier. Parce que même si c'était moi que j'étais malade, on était embarqués tous les deux dans cette aventure, entre guillemets. Donc voilà, on a essayé de gérer du mieux qu'on peut. Et puis, et même moi aussi, psychologiquement, je faisais en sorte, dès que j'avais un petit peu la patate, aussi de ne pas m'oublier, en fait, et de penser à comment j'allais m'habiller, à me maquiller, comment dire, ouais, comment me sentir femme, parce que je me dis, à partir du moment où je me sens bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête, dans mon attitude, et ça rejaillit aussi sur notre vie de couple, sur notre quotidien. Donc voilà, on a trouvé cet équilibre tout naturellement, tous les deux, on s'est épaulés et on s'épaule encore aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il y a une Amélie avant et une Amélie après le cancer? Ah oui, mais ça c'est certain. Plusieurs fois, je me suis dit, voilà, sur le papier, si je note tout ce que j'ai vécu, on se dit, ouais, c'est quoi cette vie? Je m'en passerais bien. Mais en fait, d'un autre côté, je me dis, mais aujourd'hui, je ne serais jamais celle que je suis si j'avais pas eu toutes ces épreuves. Il y a des années de ça, je remonte, ça remonte loin. Je sais que j'étais quelqu'un qui était extrêmement mal dans ma peau, aucune confiance en moi. C'était maladif, ça me rendait vraiment mal et j'aimais pas cette personne que j'étais, mais je pouvais pas aller au-delà de ça parce que c'était moi. Et peut-être qu'il fallait que, en fait, c'est des expériences qui nous forgent, quelles qu'elles soient. Et en fait, moi, c'est cette expérience en fait de la vie qui m'a forgée et qui m'a permis déjà d'apprendre à me connaître, à ce cancer et même bien avant, le fait de faire le choix de me faire enlever la poitrine alors que mes seins, ils étaient tout à fait sains, on va dire. Tout ça m'a donné du courage, en fait. Je me suis sentie fière, en fait, de me dire, ouais, j'ai peut-être pas confiance en moi, mais en fait, je suis quand même quelqu'un de costaud et sans aller chercher bien loin, tout naturellement, j'ai une force une stabilité en fait qui est sortie de moi, que je dois quand même, et j'en suis persuadée, grâce à mes parents en fait qui m'ont inculqué aussi toutes ces valeurs-là et de se dire à chaque fois, pour nous, c'était tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, en fait, jusqu'au bout. Donc, voilà, pour moi, aujourd'hui, la vie, elle a une valeur inestimable. Je savoure n'importe quoi. Tous les matins, quand je vais au travail et je vois le ciel rose ou des choses comme ça, je suis ébahie de tout. Et je me dis, quelle chance, en fait, d'avoir cette vision sur le monde. Tout le monde ne l'a pas, mais c'est pas pour autant que je souhaite aux gens de vivre ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ouais, je me sens beaucoup plus forte, beaucoup plus à l'aise. Et tout ça, en fait, ça se répercute sur ma vie personnelle, ma vie professionnelle, mon engagement aujourd'hui dans l'association qui me permet de devenir quelqu'un et une nouvelle version de moi que j'aime et je suis enfin bien dans mes baskets. Vraiment, il y a toutes ces questions de manque de confiance qui vraiment rongent toutes les personnes qui ressentent ça. Vraiment, c'est horrible. Et parfois, ça ne se voit pas, mais c'est à l'intérieur. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout ça. Parce qu'en fait, je connais la valeur de la vie et je me dis, il y a des choses tellement plus importantes, en fait, et plus graves. C'est ça.
Et justement, aujourd'hui, c'est vrai que tu as cette prise de recul qui te permet finalement d'apprécier voilà la moindre petite chose et c'est génial. Est-ce que, à contrario, tu as cette peur d'une éventuelle rechute? Oui, oui, oui. Ah oui, c'est sûr, ça me quitte pas. Là, j'ai cette chance et je m'en rends compte. Le fait d'être enceinte, en fait, a mis tout ça en stand-by. Je suis vraiment centrée sur ma grossesse, mon bébé. Je me vois ne plus autopalper mes seins. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, non. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est 9 mois de répit et sans me forcer. C'est comme ça. Et ça me fait du bien. Mais je sais que juste avant, j'avais beau être en réémission complète, ça ne me quittait pas en fait, hein, la peur de retomber malade, de la récidive. C'est quelque chose qui est difficile à oublier. Donc, je pense que le temps fera bien les choses, mais il va en falloir. Oui, et puis il y a aussi cette peur, j'imagine, après cette étape et cette aventure entre guillemets, comme tu dis, d'une femme qui a peur potentiellement de ne pas pouvoir retomber enceinte après le cancer. Toi, finalement, ça a été le cas. Tu étais relativement jeune, toi, quand tu as été touchée. Il y avait une congélation des ovocytes. Comment ça s'est passé exactement? Oui, c'est ça. En fait, on avait un projet de bébé, mais le cancer nous a un peu coupé l'herbe sur le pied à ce moment-là. Et s'est posé la question de la congélation des ovocytes parce qu'effectivement, quand tu subis des cures de chimio comme celle que j'ai eue, ta réserve ovarienne prend un gros coup. Euh, donc en fait, on s'est posé cette question, est-ce qu'on fait une préservation avant de partir sur les traitements? Et en fait, le cancer était tellement agressif qu'ils m'ont dit, c'est impossible, on ne vous le fera pas. Et on verra ce qu'il en ressort après tous les traitements. Donc c'était un peu l'inconnu. Donc oui, j'avais un petit peu peur du résultat après coup. Une fois que je suis sortie de tous ces traitements, donc j'ai fait les échographies qu'il fallait pour pouvoir voir voilà, le résultat du nombre d'ovocytes qui me restait. Donc effectivement, il ne restait plus grand-chose, mais suffisamment pour pouvoir espérer encore procréer. Donc j'étais rassurée. Ça a été difficile, De, justement, de retomber enceinte après du coup ce parcours-là. En fait, c'est particulier parce que quand j'ai su que je pouvais encore avoir des enfants, je me suis posé la question de la manière dont j'allais le concevoir. Parce qu'en fait, la recherche avance beaucoup, très vite. Et en fait, j'ai eu connaissance quelque temps auparavant d'une technique en fait qui me permettait, donc en passant par le principe d'une fécondation in vitro, en fait, de procéder à un test génétique, mais directement sur mes embryons. Et en fait, grâce à ça, ça permet de faire un tri, en gros, entre ceux qui sont porteurs, comme moi je le suis, on les écarte. Ceux qui sont sains, du moins indemnes, en fait, de ce gène, on les conserve et ensuite on les insémine. Et en fait, en faisant ce geste-là, j'avais une certitude quasiment à 100% de mettre au monde un enfant qui n'avait pas ce gène délétère. Et en fait, en vivant tout ce que j'avais vécu, je me suis dit, mais ça serait complètement, en tout cas, c'est mon avis personnel, parce que vraiment, toutes les femmes que je côtoie, en tout cas, l'abordent d'une autre manière. Mais moi, avec ce que j'ai vécu, je me suis dit, ça serait peut-être égoïste, en fait, de se dire, on s'en fout, je suis un enfant naturellement, j'ai un risque sûr de le transmettre et on verra. Moi, personnellement, c'est un poids que je n'aurais pas pu porter, en fait. Et c'était vraiment une évidence. J'ai directement posé des questions sur voilà, comment rentrer dans ce protocole de DPI. Ça s'appelle un DPI. On m'a expliqué, je dis allez feu, je vais faire ce qu'il faut. Donc au début, on m'a dit ouais, mais vous n'êtes pas la candidate idéale parce que il faut quand même un nombre de vos sites et tout, et ma réserve ovarienne était ultra basse. Mais j'ai insisté, c'est revenu sur le tapis, ils en ont reparlé et ils m'ont dit bon, ok, on vous l'accorde. Et après, on m'a expliqué tout ce qu'il fallait faire. Donc, ça a pris à peu près 1 an et demi entre les démarches administratives, les rendez-vous et toutes les validations. Et voilà. Donc, ça a pris 1 an et demi. Et D'accord. le 16 juin, j'ai eu mon insémination.
C'est génial, je savais absolument pas qu'il y avait ce genre de processus qui était mis en place pour éviter donc d'avoir des enfants porteurs du gène. Ouais, bah, du moins en fait, ça existe depuis longtemps, mais ça concernait toutes les familles qui avaient des maladies dites incurables. Moi, il faut dire que, bah, un cancer, même si ça peut engager la mort, ça fait partie des maladies curables. Donc, on n'était pas concernés par ce dispositif et depuis quelque temps, ça l'est, en fait. Ça nous est ouvert, en tout cas pour les personnes qui ont le gène BRCA1 et 2, donc ce que j'ai. Peut-être pour d'autres gènes, c'est vrai que j'ai pas connaissance de toutes les maladies qui ont accès. Et à savoir que ce procédé est fait dans seulement 5 centres en France, donc ce qui est très peu. Et moi, j'ai la chance de l'avoir à 1 heure de chez moi, donc ce qui est aussi très confortable. Et parlons justement, on n'a pas parlé encore, mais ça va être l'occasion de la présenter. Euh, Tu as évoqué donc l'association qui s'appelle Oui. Génétique Cancer, dont tu es donc ambassadrice et également vice-présidente. Comment finalement tu as intégré l'association, puisque si je me souviens bien par rapport à ce que tu m'as dit, tu as intégré l'association avant. Oui, alors en fait, mon engagement, au début, il n'était pas évident, enfin, du moins dans quel secteur j'allais m'engager. J'avais juste envie de faire de l'associatif. Euh, et en fait, je me suis beaucoup renseignée, j'ai énormément surfé sur Internet. Et en fait, j'ai découvert que l'une de mes cousines qui, euh, qui habite dans le Nord, qui avait déjà subi sa première chirurgie, suivait une association donc, qui s'appelait Génétique Cancer et partageait souvent des publications au sujet de cette association et de Laetitia Mendes, qui est la présidente. Du coup, je me suis penchée sur le sujet et je me suis dit, mais en fait, c'est évident, il faut que je m'engage là-dedans parce qu'en fait, tout ce qu'il raconte, c'est exactement mon histoire. Et en fait, je me suis dit, mais là, je vais être légitime à 100%, en fait. Et du coup, tout simplement, j'ai pris contact avec l'association pour connaître les modalités d'adhésion, en quoi consistait le rôle d'une ambassadrice en région. Donc, elles m'ont expliqué tout ça et en fait, je me suis totalement reconnue dans les missions de l'association. Et je voulais absolument apporter ma pierre à l'édifice, en fait, me dire, ben, en fait, toutes ces femmes dans ma famille ne sont pas tombées malades ou décédées en vain. On va en faire quelque chose avec mes petites armes, mes petites connaissances. Je vais essayer d'accompagner au mieux les familles et c'est ce que je fais ben, maintenant depuis 2018. Voilà, du moins, c'est dans ma région, près de Narbonne, où je suis le plus active. Donc, c'est un mix à certains moments, je vais faire de l'information, de la sensibilisation, donc auprès du grand public, ou parfois, ben là, prochainement, je vais intervenir au sein de l'école infirmière de Narbonne pour créer un échange avec les étudiants. Je vais organiser aussi des événements pour faire des collectes de fonds parce qu'on finance la recherche. On finance aussi des projets. En fait, on met en place des projets. Là, en l'occurrence, bientôt, on va développer chez nous des box qui sont à destination des femmes qui se font opérer préventivement. Donc, le seul critère, c'est d'être porteur d'un gène. Donc, des femmes qui se font opérer préventivement ou soit à la suite d'un cancer d'origine génétique. Et dans ces box, en fait, on finance aux femmes, par exemple, leur soutien-gorge post-opératoire. On leur offre des produits de beauté adaptés, des soins en socio-esthétique. Parce qu'il faut savoir que quand on sort de l'opération, pendant 1 mois quasiment, il faut porter une brassière post-opératoire. À savoir que cette brassière coûte très très cher. On est dans les 80-90 euros et ce sont des produits qui ne sont pas du tout remboursés par la sécurité sociale. Donc, c'est des projets comme ça, par exemple, qu'on met en place au service des familles en fait, qui en ont besoin. Et je suis vice-présidente aussi depuis quelques années. Voilà, je prête main forte à Laetitia du mieux que je peux, en tout cas pour travailler plutôt, on va dire, sur Génétique Cancer national. Cette association, justement, elle comporte combien d'ambassadeurs au niveau Occitanie, par exemple? Alors l'Occitanie, on n'est pas nombreuses parce qu'en fait à Narbonne, nous sommes 2. Et il y en avait 2 à la région vers Toulouse, mais une nous a quitté, est sortie de l'association. Donc on n'est que 3, on va dire. Mais on fait du mieux qu'on peut pour faire rayonner l'association. Mais après, au niveau national, on est quand même une soixantaine. On a vraiment des noyaux durs dans des régions
où ça cartonne et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de rallier les gens à notre cause. Ils sont tous très sensibles, mais c'est vrai que ça demande un petit peu de temps. Donc c'est pas évident, mais on fait du mieux qu'on peut et je reçois, mais quasiment toutes les semaines à peu près 2 à 3 demandes de contact pour tout simplement échanger avec des femmes qui vont se faire opérer ou des femmes qui sont malades et en fait on partage tout simplement notre expérience parce que je ne suis pas là pour me substituer au médecin, je suis juste là pour raconter mon vécu de l'intérieur. Et c'est vrai que c'est ce petit plus qu'on apporte par rapport au médecin. C'est ce côté, cette dimension, on va dire, personnelle, le vécu de l'intérieur. Donc voilà. Et maintenant, grâce à mon expérience du DPI, de la procréation de mon bébé, j'ai une nouvelle casquette, on va dire. Et c'est vrai que là, j'ai 2 jeunes femmes qui sont venues vers moi parce qu'elles sont dans ce parcours-là et elles ont besoin d'en savoir un peu plus. Donc je suis là pour les aider, les accompagner. Merci beaucoup pour ce témoignage. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes atteintes du cancer du sein? Pour toutes celles qui sont dans le combat aujourd'hui, je voudrais tout simplement leur envoyer toute ma force et je sais ô combien c'est difficile de vivre cette période-là, mais qu'il faut absolument ne pas croire en la fatalité. Comme je disais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc en fait, faites-vous transporter par vos médecins, faites-vous, je l'espère de tout mon cœur que ces personnes-là sont soutenues par leurs amis et leurs familles et que après la tempête vient le beau temps et c'est ce qu'il faut se dire. Moi, je me suis toujours dit, c'est juste un mauvais moment à passer et au fond de moi, ce qui m'a toujours guidée et je pense mener vers la réussite, c'est cette perspective d'un résultat positif, que ce soit à la suite de mes chimios, à la suite de ma fibre. Pour moi, c'était, je m'étais formatée, il n'en sera pas autrement, ça sera une réussite. Je fais ce qu'il faut, c'est pas confortable, mais on va y arriver. Donc voilà, soyez fortes. Et pour toutes celles qui sont saines et qui vont très bien, toutes celles qui n'ont pas de prédisposition, comme moi, du coup, qui ne sont pas particulièrement suivies, parce qu'il faut savoir que c'est à partir de 50 ans, si je ne me trompe pas, qu'on reçoit des courriers à la maison pour entamer des mammographies tous les 2 ans, je crois. Donc, pour toutes celles qui ne sont pas plus concernées que ça, n'hésitez pas à poser des questions à vos médecins ou à vos gynécos pour comprendre ce geste de l'autopalpation parce que c'est quelque chose qui est accessible à toutes. Et malheureusement, le cancer chez les jeunes femmes existe, même souvent malheureusement. Donc voilà, sans rentrer dans une psychose, mais garder un minimum de conscience sur ça et se faire éduquer ces gestes, c'est super important. Oui, parce que plus tôt, effectivement, c'est détecté et mieux c'est. Ah oui, tout à fait. En fait, ce qui fait aujourd'hui, beaucoup de personnes vont minimiser quand. Moi, je l'ai vécu, hein, quand j'ai dit j'ai un cancer du sein direct, mais ça va, ça se guérit facilement. Déjà, quand on entend ça, c'est très compliqué. Et en fait, ça se guérit facilement. Pourquoi ? Comme tu dis, plus c'est détecté tôt et plus les chances de guérison sont élevées. Mais au final, ça reste un cancer du sein. Donc, voilà, si les femmes mettent un petit peu trop de temps à s'y intéresser, à faire les démarches, auprès de leur médecin, le résultat peut être différent aussi et fatal. C'est pour ça qu'il faut prendre le taureau par les cornes, direct. C'est ça. Et puis bon, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent peut-être à employer des démarches quand elles sont touchées de loin ou de près par la maladie, que ce soit dans leur entourage, dans leur famille ou même dans le milieu du travail, dans le contexte du travail aussi. Donc, Oui. c'est important, voilà, de faire les démarches pour essayer d'anticiper ça et de faire attention. Merci énormément, Amélie, pour cet échange sincère qui a été riche en émotions aussi. Je pense que ton témoignage sera très certainement utile à de nombreuses femmes qui traversent actuellement cette maladie ou pas, d'ailleurs. Et puis, on a été honorés de mener cet épisode avec toi pour Octobre Rose. Merci encore 1000 fois et on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci avec beaucoup. bébé qui arrive aussi. Ouais.
Une belle Oui, grossesse. c'est une belle aventure. Mais merci pour votre démarche et votre initiative. C'est grâce à des gens comme vous qui nous aident à porter notre parole qu'on peut faire, voilà, qui nous permettent de faire de la prévention.